Le Festival Extra a lieu du 5 au 9 septembre de cette année 2018, ici au Centre Pompidou à Paris. Il est le festival dédié aux littératures hors du livre, à la littérature sortie du livre, en fait à toute la littérature, parce que la littérature aujourd'hui est largement sortie du livre. Et voilà, le Centre Pompidou cette année ne réalisera pas de vidéos à chaque performance, à chaque présentation, à chaque rencontre, à chaque lecture pour ses archives, comme on le fait traditionnellement dans ce genre d'événement. Non, cette année, c'est moi qui vais m'occuper de la mémoire, de tout ce qui va se passer, de tout ce que je vais voir, de tout ce que je vais pouvoir découvrir dans cette semaine de festival ici. Alors, ça veut dire que j'ai une responsabilité, mais c'est une responsabilité qui est assez belle, car être la mémoire vivante de quelque chose, ça veut dire pouvoir le sauvegarder, le partager, le raconter, l'offrir à d'autres. Ça veut dire aussi que je vais forcément oublier quelque chose, sans doute beaucoup de choses, et puis peut-être, sans faire exprès, vais-je rajouter d'autres choses. Tout ce que je vais rajouter, malgré moi, fera quelque part partie des souvenirs qu'on aura, toi et moi, de ce festival extra. Un festival de littérature hors du livre, ça veut dire qu'ici, pendant une semaine, on va voir différents événements qui viennent autant du champ de la poésie sonore que de la poésie visuelle, des arts visuels, bien sûr, parce qu'on est dans un lieu d'art contemporain, et puis de la littérature numérique, de la littérature qui nous vient du livre aussi, et tout un tas de choses, de rencontres, de croisements entre ces différentes familles, car la littérature, aujourd'hui, c'est tout ça. Et n'importe quel festival de littérature, d'ailleurs, est forcément aujourd'hui un festival de littérature hors du livre, parce que les auteurs ont commencé à sortir de leurs livres déjà depuis longtemps. Ils se sont emparés de tous les moyens à leur disposition. Ils montent sur des scènes, comme la scène qui apparaîtra là dans quelques jours. Et d'ailleurs, on peut parler de ce qui apparaîtra là dans quelques jours. Parce que j'aime souvent dire que quand je te parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quand je te parle de quelque chose qui reste à venir, ça veut dire que cette chose déjà commence à apparaître tout doucement, elle apparaît, elle commence donc à exister. Et c'est beau ça, de se dire que les choses apparaissent avant même qu'elles n'aient réellement lieu. En fait, je n'ai pas besoin d'en parler, simplement en y pensant, je commence déjà à les faire apparaître. Et c'est ça, être une mémoire vivante, être une mémoire de quelque chose à venir. Ça veut dire que je suis une mémoire avec une bouche, avec des yeux, avec des bras et des jambes. Et ça veut dire que tout ce qui va se dérouler ici, se déployer dans les jours à venir, est déjà quelque part en moi en train d'avoir lieu. Ici, je vois le travail de Babi Badalov, un artiste azéri, qui déploie dans une sorte de récit ou de fresque le récit d'une poésie visuelle sur du textile, avec tout ce texte tissé, enfin sur du tissu, peint, et il joue avec les mots. Alors je vois ici, j'en choisis un, Pasolini, poète, Pasolini, politique. Ça veut dire que quand lui, comme il est azéri et que dans toute sa vie il a dû traverser plein de langues et plein de langages, quand il voit un mot, il voit d'abord, je crois, le signifiant. Moi, quand j'entends un mot, je ne pense qu'au signifié. La plupart du temps, je parle dans ma langue natale. Lui, j'imagine qu'il est en France depuis moins de 10 ans maintenant, donc quand quelqu'un lui parle ici, il voit d'abord le signifiant avant de penser le signifié peut-être. Et ce qui lui permet de faire tous ces jeux de mots. Je vois là formaliste, formalism, capitaliste, capitalisme, et tous ces jeux-là, tous ces jeux de mots lui permettent de tisser un récit entre différentes langues, entre différents langages, qui font cette forme, ce récit, cette poésie. On a d'autres événements qui sont encore à venir, bien sûr, dans tout ce festival de littérature, ce festival de littérature extra-livresque, des choses plus traditionnelles peut-être par rapport à la littérature et à cette saison de la littérature. Je pense évidemment à la rentrée littéraire, car on est ici en France et cet événement bien connu qu'est la rentrée littéraire, début septembre, nous y sommes. C'est Nelly Calprielian qui va inviter ici chaque jour un auteur différent. Ils seront là sur cette scène qui n'est pas encore là. Et il y aura par exemple Christine Angot, Aurélie Filippetti, Christophe Boltanski parmi d'autres. Ils vont venir parler de leur nouvelle sortie. Et puis, de la même manière, il va y avoir des prix, car une rentrée littéraire sont des prix aussi. Et cette année, parmi ces prix, il y aura 3 prix, comme l'an dernier, lors de ce festival. C'est l'occasion de passer à la salle suivante. Et parmi les prix reçus l'an dernier, il y a eu Lamberto Pignotti. Lamberto Pignotti, c'est un des pionniers de la poésie visuelle et sonore, un poète italien, mais qui n'est pas seulement un poète, qui est aussi un théoricien. Il a écrit, il a participé à faire comprendre, à découvrir déjà ce que pouvait être la poésie au siècle dernier. Et il a reçu ici la mention. Il y a différents prix en fait. À l'occasion de ce festival extra,
3 prix en un sont décernés. C'est le prix littéraire Bernard Haitink qui contient ou qui comprend le prix d'honneur, le prix de l'année, donc cette année 2018, et la mention de la Fondazione Bonotto, qui est une fondation italienne, une collection privée dédiée à la poésie sonore, la poésie visuelle et qui a un fond Fluxus très important. L'an dernier, en décernant ce prix à Lamberto Pignotti, dans la logique, ils ont décidé de suivre ce partenariat, de l'inviter ici à cet accrochage sur les murs des œuvres, sur textile, toujours comme juste à côté d'ailleurs avec Babi Badalov. On a un parallèle intéressant du texte tissé, du texte sur du tissu, et dans les vitrines ici des livres d'artistes. Parce que Pignotti a été quelqu'un qui s'est beaucoup attaqué aux livres d'artistes, il a fait beaucoup de multiples, beaucoup de livres d'artistes également, et donc parmi les prix de l'an dernier, le sien. Parmi les prix cette année, donc, toujours ces 3 mêmes prix, pour jouer ce jeu de la rentrée littéraire, mais également d'autres événements toujours. Je disais qu'il y aurait des rencontres avec des auteurs, mais pas seulement, il va aussi y avoir des échanges, des croisements, comme lorsque, à l'occasion de Poésie Plateforme, invités par cet incroyable Jérôme Moche, vont se rencontrer Frédéric Boyer, le nouveau directeur de POL, qui est, avant d'être un éditeur, est auteur également, et Violaine Lochu, qui est donc une artiste du champ des arts visuels, qui fait de la performance. Et je crois que tous les deux ne se connaissent pas. Donc ils vont se rencontrer et ça va être réellement la rencontre de 2 événements, de 2 univers, de 2 familles absolument voisines qui vont échanger pendant cette semaine. On aura bien sûr de la performance à tous les étages en l'occurrence, parce qu'il va y avoir des performances, il va y avoir des choses dites ici, mais également dans le musée. Cette année, le festival monte dans les étages et plutôt que de n'occuper que le forum au niveau -1, il va y avoir samedi le festival extra dans les collections au 4e et au 5e étage. Je pense à Chloé Delhomme qui va lire dans l'espace Jardin d'hiver. L'espace Jardin d'hiver, tu le connais, c'est cette espèce de grotte ou de caverne. C'est un jardin d'hiver, mais pour moi ça ressemble à une caverne. De Jean Dubuffet, cet espace qui est dans les œuvres de manière pérenne ici au Centre Pompidou. Et elle va venir lire, non pas ses propres textes, mais des textes qu'elle choisit. Et donc ce sera samedi après-midi, sans doute pendant tout l'après-midi, différents textes qu'elle va voir enchaîner. D'autres espaces encore, toujours, dans ce festival, avec juste à côté, dans cette salle-là notamment, on va trouver l'Encyclopédie des guerres. Alors l'Encyclopédie des guerres, c'est l'œuvre de Jean-Yves Joannet et c'est une des plus belles entreprises de littérature hors du livre, puisque voilà 10 ans déjà, et bientôt la 100e édition, la 100e entrée de son encyclopédie, en 10 ans, voilà 10 ans que Jean-Yves Joannet déploie à l'oral une encyclopédie des guerres, donc à travers différentes entrées alphabétiques. Il réalise l'histoire de toutes ces guerres et on peut venir le voir ici quasiment chaque mois au Centre Pompidou et l'écouter nous raconter cette encyclopédie. Il la raconte, donc on s'assied comme si c'était une conférence et on l'écoute. Et pour moi, quel plaisir car Jean-Yves Joannet, c'est des lectures, donc des livres, mais fondamental. Jean-Yves Joannet, c'est aussi parfois un commissaire, parfois un critique, il a écrit et c'était une rencontre très importante. Alors, tu n'imagines pas, mais je te le dis, la joie que j'ai aujourd'hui à marcher dans l'espace que Jean-Yves Joannet va habiter pendant toute une semaine, à déployer autrement son encyclopédie des guerres. Autrement parce que plutôt que de s'asseoir et de faire une entrée simplement, c'est ce qu'il a fait l'an dernier à l'occasion de la première édition de ce festival extra, cette année, il va être dans cette salle à la rencontre du public du festival et il va échanger, il va procéder à un échange de livres. Ce que je veux dire, c'est que si tu arrives avec un livre de guerre qui l'intéresse, alors en échange, tu pourras repartir avec un des livres de sa bibliothèque personnelle. Voilà comment se déploie ici, entre autres choses, cette encyclopédie des guerres. Juste de l'autre côté du mur, là, on a encore un espace de ce festival extra et ça va être un atelier d'écriture. Il y aura de la lecture à haute voix, mais en tout cas, avec des rendez-vous sur inscription, on peut venir et tout le monde pourra participer à cet atelier d'écriture
pendant la semaine. On va voir tout un tas d'autres choses dont je te parlerai pendant les jours prochains. Radio Brouhaha, une radio qui, pendant les 3 premiers jours, mercredi, jeudi et vendredi, va venir parler de cet état de la littérature dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans un monde où la littérature n'est plus la priorité, elle n'est plus première, elle n'est pas secondaire, mais elle est seconde. Elle arrive après. On est dans un monde de la littérature qui arrive après d'autres choses. Et en même temps, je le dis, mais sans aucun regret, parce que je crois qu'aujourd'hui, tout est littérature quelque part. Tout est littérature. Si j'ai envie de le croire, tout est littérature. À partir du moment où je parle, où je bouge ma main simplement, où toi tu parles, où tu bouges, quand tu fais un pas, quand tu entres dans une salle, déjà, c'est une forme de littérature. Et c'est assez heureux. Parmi les autres événements de la semaine, auxquels j'espère bien assister, il va également y avoir un banquet, pour renouer avec la fameuse tradition du banquet comme espace d'échange intellectuel, de discussion, à table. Et évidemment, cette année, ce banquet, à l'occasion de la saison culturelle que nous sommes en train de vivre, il va être, si je ne me trompe pas, fait de mets japonais. En continuant dans ce festival extra, on trouve encore d'autres choses. Mais d'autres espaces encore dans ce festival. Je pense à l'espace dédié à Littératube qui est juste là. Je pense aussi à d'autres événements qui vont avoir lieu. Chaque jour, une rencontre autour d'un auteur soit japonais, soit lié au Japon, ou dont l'œuvre tient quelque chose du Japon. Et tous ces événements, toutes ces rencontres, toutes ces performances, toutes ces lectures, tous ces échanges, je vais te les raconter car je reviens ici, tous les jours de ce festival, assister à tout ce que je pourrais voir pour te le raconter, pour t'y emmener. Tant et si bien qu'à la fin, j'espère, si tout fonctionne correctement, que tu aies assisté ou non à l'intégralité du festival, tu devrais, tout autant que moi, pouvoir le connaître. À moins peut-être que déjà j'ai commencé à oublier quelque chose et par ailleurs que j'ai ajouté des choses. Peut-être que dans mon récit d'aujourd'hui déjà se sont glissées des choses extérieures au festival, qui sait. Nous y voilà, le festival extra a commencé hier. À 14 h, d'abord avec une performance de Laurence Vautier, et puis à 16 h, le coup d'envoi sur la scène, juste là. Alors, Jean-Max Collard, qui est le directeur artistique de ce festival, recevait ici pour un premier moment japonais, Ryoko Sekiguchi, qui est auteure, elle est écrivaine, et elle travaille sur le goût, la cuisine, le culinaire, et le goût en particulier, donc quelque chose d'impalpable. Et c'est assez intéressant, il soulignait le fait qu'elle était assez précisément entre le monde du livre, elle publie des livres, donc elle est dans la littérature livresque chez POL, le prochain à paraître en octobre, et puis elle est complètement hors du livre puisqu'elle organise elle-même des événements. Elle a été invitée à en organiser, elle fait des installations, elle nous a parlé d'une de ces installations à Bordeaux avec d'ailleurs tout un tas d'épices dont les noms renvoient au voyage, donc c'est l'évocation d'un ailleurs. Mais on a surtout parlé de goût à ce moment-là, parce que Ryoko Sekiguchi organise ce samedi qui arrive, le banquet fantôme, qui est un des temps forts de ce festival extra. Et alors, Jean-Max a posé la question de l'origine de ce travail sur le goût à Ryoko Sekiguchi, et elle lui a dit « Écoute, moi en fait, quand un jour je pensais aux destructions, à la disparition, aux catastrophes en particulier. Et dans les catastrophes, on sait compter les pertes, on sait compter les destructions, on sait compter les disparus, on sait compter nos morts. Ce qu'on ne sait pas compter, en revanche, c'est la masse, la somme de toutes les choses que l'on perd avec ces morts. Toutes ces choses qui étaient dans leur goût à eux, dans les cuisines, dans les recettes que eux préparaient au quotidien, que personne d'autre qu'eux ne connaît, et donc qu'en les perdant, nous perdons. Donc nous sommes en train aujourd'hui de perdre le goût des autres, quelque part. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Et à partir de là, elle a décidé de devenir comme une collectionneuse de ces éphémères. Alors elle s'est mise à travailler sur le goût, et parmi tous ces événements, donc le prochain ce samedi, ici. Après le moment japonais, on a eu Radio Brouhaha. Radio Brouhaha, plein de brouhaha, toujours ici au Centre Pompidou de toute façon. C'était là. Un universitaire, Lionel Ruffel, qui reçoit différents convives
parmi lesquels un étudiant du Master de création littéraire de Paris 8, si ma mémoire est bonne, Nicolas Attal, parmi lesquels, évidemment, c'était d'ailleurs l'objet de cette rencontre hier dans la radio Broa, Johann Faber, qui est l'auteur de cet essai Après la littérature, et donc il était question avec lui de l'époque dans laquelle nous vivons, où d'après lui, il y a, bon bien sûr on sait qu'on a quitté la modernité, mais il y a des modernes qui n'en décrochent pas, et donc on est dans une sorte comment il a dit ça? De modernité, c'était pas modernité stupide ou futile, mais bon, il y allait, il était comme ça, il taquinait. En tout cas, il a dit qu'il y avait des incontemporains et des mécontemporains. Il a cité quelqu'un, il avait plaisir à le citer, et il disait que cette personne-là avait trop d'importance dans les institutions. Donc il y avait un double problème dans l'après-littérature, le problème institutionnel d'abord, qui est celui de quelqu'un dont j'oublie le nom, qui est trop important de par son influence, mais qui est pourtant peu important de par ce qu'il apporte à la littérature, d'après Ferber. Et bon, c'est très bien que j'ai oublié son nom, mais j'ai beaucoup aimé la phrase de Johann qui était de dire que cette personne, hélas, est encore aujourd'hui presque vivante. Et il y avait en face de Johann Ferber, ou pas en face, mais à côté, Alain Viala, juste là, autour de la même table, pendant ce premier tour de Radio Broa, qui parlait non de l'après-littérature, non de la mort de la littérature, mais de la création, de l'apparition de la littérature. Et pour lui, la littérature, ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est une croyance, c'est un mythe, au même titre que la mort de la littérature. La littérature est un mythe, dans le sens où c'est une institution, c'est quelque chose que collectivement nous construisons, nous lui accordons une valeur. D'ailleurs, il y a l'Académie française, par exemple, voilà, pour ce genre de choses. Et puis, en face, bien réellement, donc là, il y avait Magali Nachgaël, qui travaille sur la néolittérature. Donc elle nous a parlé de ce qu'était la néolittérature. Pour elle, tout peut être littérature. Donc ça me fait plaisir par rapport à ce que je t'ai raconté hier quand je disais si je commence à entrer dans une salle, je bouge un bras, c'est de la littérature. Et bien là, il y a de la littérature pour elle partout. Elle nous a donné un bel exemple avec une femme qui, pendant 8 heures, va lire. C'est une performance qu'on peut voir sur Internet, sur Tumblr. Hein. Elle citait cet espace de diffusion qui est Tumblr. Et pendant 8 heures, cette femme va lire le contenu de sa boîte mail. Le titre, je ne l'ai plus qu'à moitié déjà, c'était Inbox quelque chose. Et donc cette néolittérature qui n'est rien d'autre que le retour, car le néo c'est toujours le retour de la littérature donc, mais peut-être plus prophétique, peut-être que c'est le néo, le forfait, elle nous l'a cité hier, qui sort en 2006, le forfait de Bouygues, le premier forfait téléphonique à être illimité. Peut-être que c'est le néo de Matrix, absolument prophétique. On était donc dans une discussion, dans des débats sur ce qu'est ou ce que n'est plus la littérature, l'avant-l'après. Il y a eu toutes ces belles phrases qui étaient aussi le problème de la page noire. Tout ayant été écrit, on n'est plus face à une page blanche qu'on ne sait pas comment attaquer, mais une page noire qui est déjà trop densément remplie et que chaque génération a dû se défaire de ce piège de la page noire en trouvant sa propre stratégie. Alors il a été cité les noms de Nathalie Quintane, Joris Lacoste, Tanguy Viel, il me semble, qui ont dû se défaire de leurs prédécesseurs, qui eux-mêmes avaient dû se défaire de la page noire qui leur avait été offerte par Beckett, Duras ou Camus, et ainsi de suite. Puis, en deuxième partie de Radio Broa, d'autres invités, ou plutôt une autre invitée de marque qui arrivait dans la journée des États-Unis, assise juste là, c'était Tracy Morris. Et Tracy Morris, donc, qui est poète, qui fait de la poésie expérimentale, qui nous vient du slam à l'origine, mais ça remonte, elle a évolué et aujourd'hui elle fait de la poésie expérimentale. Cette poésie expérimentale, elle dit que c'est une poésie qui vient de la page, tout vient de la page, mais elle ne veut pas faire de hiérarchie. Elle ne veut pas opposer the stage and the page. Elle a dit « It's not about the page and the stage ». Et ça, c'était assez beau parce que c'était presque slam, c'était presque rap, c'était presque comme ça, dans une cadence. Et en face d'elle, c'est traducteur. Et pendant un moment, moi, je me suis demandé si ces traducteurs ne l'avaient pas inventé, car Tracy Morris, je ne la connaissais pas avant hier. Et quand ces traducteurs la présentent, des universitaires, l'un comme l'autre, elle ou lui, je ne sais plus lequel, commence à la présenter, mais en disant tout un tas de choses en français. Et comme elle ne doit pas parler français, elle ne répond pas, elle ne bouge même pas. Et j'avais l'impression que c'était un corps qui était là pour faire comme si, et qu'en fait, ces deux traducteurs étaient un duo qui inventait. Et à un moment, il a même dit
D'ailleurs, autre chose, un autre problème, un problème ou quelque chose de frappant chez Tracy Morris, c'est toutes ces langues, tout ce mélange de toutes ces langues éparses, et puis parfois peut-être des langues inventées. Et là, ah, il a dit inventées. Et là, je me suis dit, c'est sûr, c'est une artiste inventée. Et puis plus tard dans la soirée, j'ai bien compris que pas du tout, c'était pas une artiste inventée, parce qu'elle nous a fait plus tard une performance, mais dans l'ordre d'autres choses. Quand Radio Brouhaha s'est arrêté, je suis allé voir une performance. Donc c'est Laurence Vauthier, et je suis allé la voir à un moment où son bureau, puisqu'elle a un bureau, comme si elle nous accueillait sur un stand, comme si elle avait quelque chose à nous vendre pratiquement, avec derrière elle une grande banderole écrit « Allez Laurence ». Et je me suis avancé vers elle et donc j'ai dit Laurence, elle a dit Romain. On est de la même génération, elle a eu son diplôme à 1 an d'écart avec moi. Et là, je connaissais déjà le principe de sa performance, mais je te le raconte, c'est elle invite le spectateur, le visiteur, la personne qui vient participer, elle nous invite, elle t'inviterait à lui donner un conseil. Pourquoi? Pour devenir une super artiste. Et une super artiste, elle me l'a dit comme ça, sans le côté narcissique. Vraiment juste une super artiste, comment est-ce qu'elle peut réussir en tant qu'artiste et gagner en notoriété. Et c'est ça, sa performance, c'est simplement faire du consulting pour soi-même gagner en notoriété et devenir la grande artiste qu'elle sera peut-être dans quelques années. Elle donne un certificat à la fin et sur ce certificat, j'ai bien aimé qu'elle précise bien la jeune artiste. Elle dit bien qu'aujourd'hui, jeune artiste. Ça, c'est quelque chose qu'on déteste aujourd'hui quand on entend jeune artiste. Et là, je suis entré dans cette deuxième salle et ici, c'est un peu l'inverse. C'est tout l'inverse d'un jeune artiste. Mais Lamberto Pignotti, donc ce poète, qui est ici en photo avec dans ces tapisseries, avec plein d'artistes qui ont sans doute été très jeunes et qui le sont sans doute d'ailleurs toujours, mais qui le paraissent légèrement moins. Voilà, disons-le comme ça. Et le paraissant légèrement moins, ça me permet de les reconnaître. Je vois là-bas, j'ai vu Yoko Ono, Nam June-paik juste là, je crois qu'il y a Jonas Mekas ici ou là. Ce sont des artistes, ceux que je viens de citer, liés à Fluxus, car la Fondazione Bonotto est donc une collection qui possède beaucoup d'œuvres de Fluxus, mais également d'œuvres de poètes. Et donc c'est le croisement ici entre la poésie visuelle et Fluxus, et c'est le croisement qui se fait dans la littérature et dans le champ des arts, dans les collections même de la collection Bonotto. Lamberto Pignotti, hier il était là, parce qu'il y a eu donc hier soir la remise des prix, mais dans l'ordre, toujours dans l'ordre. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Après cette performance, bien sûr, il y a eu le moment d'échange autour de la rentrée littéraire. Et alors, hier, la première invitée de cette rentrée littéraire, ça a été Aurélie Filippetti. Pour moi, et ça restera toujours la ministre de la Culture, parce que j'étais étudiant à l'école lorsque Frédéric Mitterrand a arrêté d'être ministre de la Culture et que, avec le premier gouvernement de François Hollande, Aurélie Filippetti est arrivée. Et donc pour moi, c'était quelque chose de l'avoir déjà dans le programme. Je sais qu'elle écrit, mais j'ai jamais rien lu d'elle, mea culpa. Et elle est venue à l'occasion de son nouveau livre, Les idéaux, dans lequel il est question, c'est une fiction, dans lequel il est question d'une femme politique de gauche qui va tomber amoureuse dans l'exercice du pouvoir. Elle va tomber amoureuse d'un homme de droite, lui, et puis elle nous raconte les coups en traître des uns des autres. Elle devient ministre, lui plus tard devient ministre aussi, etc. Donc ça sent le vécu tout ça. On sait de quoi et de qui elle parle. Parfois c'est des archétypes, parfois on reconnaît. Elle nomme jamais personne. Quand elle parle de François Hollande, c'est le prince. Parce que le prince, toujours le pouvoir, le prince. Et puis, elle parle beaucoup, en tout cas hier, elle a beaucoup parlé de ça pendant cet échange. Elle a beaucoup parlé de l'argent et du pouvoir de l'argent, de la mainmise de l'argent. Elle dit, on entend parler des lobbies, tout ça. Et elle a regretté, et c'était beau de voir ô combien son titre la caractérise, les idéaux. Elle regrette
le manque de liberté, le manque de pouvoir qu'elle a sans doute eu en tant que ministre. Elle dit quand on est ministre, on n'est pas libre. Déjà parce qu'on est chapeauté, il y a le Premier ministre, il y a le Président de la République, ce sont eux qui décident. Il y a toujours des allers-retours. Mais elle nous a aussi expliqué, elle nous a aussi parlé de ça, de ce fait que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'influence. Ceux qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup d'influence. Et elle a eu une phrase au tout début que j'ai trouvée assez belle quand on lui a demandé pourquoi la pause qu'elle a eue. Elle a fait fait paraître un premier livre en 2003, puis ensuite en 2006 elle entre en politique et là elle dit qu'il y a une incompatibilité entre littérature et certains mandats, simplement parce que la littérature ne doit être le support de rien d'autre que d'elle-même. Voilà, j'ai réussi à la citer, j'en suis assez fier. Alors après Aurélie Filippetti, on a eu, après ce moment de la rentrée littéraire, on a eu une performance. Une performance donc de Tracy Morris. Pas là, hein, là c'est l'espace de Jean-Yves Joannet. D'ailleurs Jean-Yves Joannet, il était là hier toute la journée et si je ne lui ai pas encore parlé, en tout cas j'ai assez bien regardé son espace et j'ai vu que dans ces deux étagères, ces deux bibliothèques qui m'entourent, celle-ci est pleine de livres. Ça doit être la sienne, celle où sont rangés ses livres. Dans celle-ci, hier, elles sont fermées maintenant, mais pendant la journée, pendant que le festival vit, elle est ouverte et on y trouvait tout à l'heure, hier, un livre. Un seul livre, J'ai été médecin dans les tranchées. Donc j'imagine que c'est le livre de guerre que quelqu'un lui a apporté, ça l'a intéressé, il a accepté de l'échanger contre un de ses propres livres. Tout autour, sinon, des planches avec des vues de véhicules, de chars, d'avions. Ici, je crois que c'est la guêpe, il était question de ceci, d'un avion utilisé dans le temps, pendant l'une des guerres. On a des vidéos, des captations, les gens regardent tout ça. Et en regardant tout ça, on entre quelque part dans le making-of de l'encyclopédie des guerres de Jean-Yves Joannet. On voit comment les choses apparaissent, comment est-ce qu'elles naissent, avant même d'apparaître d'ailleurs. Voilà. Et je disais qu'il y avait eu cette performance, donc cette performance de Tracy Morris. Elle est montée sur scène avec ses deux traducteurs, là encore, et puis elle a lu. Elle a lu. Et les traducteurs lisaient. Alors chaque phrase, tu vois, chaque phrase était lue d'abord en anglais, et puis était ensuite traduite en français. Elle était redite, répétée, lue en fait. Each sentence was first told in English and then translated by the translator, so it was told, read by the translator, actually. Et ça créait un rythme qui me semblait pas déplaisant. Après, moi je comprenais mieux le français que l'anglais et il y avait des sonorités, on sent que les traducteurs sont réellement présents dans l'écriture de cette traduction. Ils ont expliqué qu'elle considérait elle-même ça comme une collaboration, hein, une vraie collaboration et on le sent parce qu'il y a des sonorités, des comme ça qui… Tu te dis, ça ne peut pas sortir de nulle part. Et à la fin, elle s'est mise à chanter à un moment. D'abord, en lisant l'un de ses poèmes, elle l'a chanté. Et là, ça a amusé tout le monde, puisqu'une fois qu'elle a terminé, elle a tendu le livre au traducteur. Il ne l'a pas pris. Il n'avait pas envie de chanter. Je pense que les traducteurs découvraient qu'elle allait chanter ce texte à ce moment-là. La traductrice, de l'autre côté, a dit « je veux bien le lire ». Alors elle a commencé à le lire et Tracy Morris l'a arrêté. Non, il faut le chanter. Alors elle a un petit peu essayé, mais pas vraiment, ça devait être compliqué, mais c'était pas grave, c'était très bien quand même. Et puis, à la toute fin, Tracy Morris, seule sur scène, les traducteurs partis, elle se lève et elle a chanté Joshua fought the battle of Jericho, 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 aou, aou, la la la. Pardon, je ne peux pas vraiment te limiter comme elle l'a fait hier, mais je voulais te donner cette idée de ce que j'ai vu. J'ai dit qu'il y avait des prix qui avaient été remis hier, donc le prix de l'année, la mention de la Fondazione Bonotto, et puis bien sûr le prix d'honneur qui a été remis hier à Michel Mettel, donc une poète née en 1950 qui est montée sur scène pour faire le discours suivant, je m'en rappelle à peu près par cœur. Je l'ai résumé, mais elle disait « parce que je suis sans voix ». C'était
La dernière chose, non, c'est pas la dernière chose. Après, il y a eu les performances. Parmi les 5 ménardises, ça a commencé hier. Et on a été photographié, car il y avait des photographes. Et on a été photographié hier avec cet artiste qui a fait sa première des 5 performances, Cécile Ménardi, qui se photographiait avec nous en nous donnant des noms. Alors moi, il semble qu'elle ait décidé de me baptiser Flèche, un personnage de dessin animé Pixar. La deuxième journée du Festival Extra a eu lieu hier. Avant que n'ait lieu la prochaine, la troisième, je vais te raconter tout ce dont je suis capable de me souvenir de ce que j'ai entendu. Ça a commencé par, comme la veille d'ailleurs, un moment japonais. Et ce moment japonais, toujours avec dans l'optique le banquet fantôme qui aura lieu samedi soir, nous avions 2 convives cette fois-ci. D'abord un chef japonais qui a un restaurant ici à Paris. Le restaurant c'est le Botanique et ce chef c'est Sugiyo Yamaguchi. Et à ses côtés un artiste français mais intéressé par le Japon. Jean-Max Collard parlait de son tropisme japonais. C'est Ange Leschia. Ange Leschia c'est un artiste fameux qui nous vient de l'île de Beauté. Il est corse, donc il a grandi au bord de la mer et il a raconté que jusqu'à son voyage au Japon de 6 mois, à l'occasion d'une exposition personnelle qui a tourné, donc qui a été pour lui le moment de vivre 6 mois en continu au Japon, il n'a jamais osé filmer la mer, alors qu'il la voyait vraiment en se levant depuis tout petit. Et il a fallu attendre ce voyage, car, il dit, au Japon, pour eux, la nature est un dieu. Et alors là, en revenant, il a su filmer la mer. Puis, le cuisinier, Yamaguchi, qui était à ses côtés, le chef du Botanique, lui, nous a parlé de... Il a rebondi sur cette idée que la nature est un dieu et que dans la culture japonaise, dans la culture Shinto, en l'occurrence, chaque objet, c'est pas seulement la nature qui est un dieu, mais chaque objet est habité d'une âme. Il a précisé, à partir du moment où il y a un corps, il y a une âme. Il a montré l'ordinateur, il a dit l'ordinateur aussi. Parce que chez nous, on le sait, on est triste quand pour la cuisine, on va tuer un animal. Je ne parle pas du fait qu'on est végétarien, non, vraiment. Juste un animal, ça nous rend triste de savoir qu'on va ôter une vie. Et bien là, pour lui, une carotte, c'est la même chose, il y a une âme. Et il a raconté que quand il prend une carotte, il sent cette âme. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris, c'est quelque chose qu'il sent. Et tout le monde ne le sent pas. Lui, il le sent. Alors, il parlait des mots ici, de Babi Badaloff, et il a dit, même ces tissus ont une âme, donc activisme a une âme. Cette table a une âme. Mes chaussures ont une âme, cette chaise a une âme, et cette moquette ici a une âme. Cette caméra a une âme. Et pour lui, quand il cuisine dans son restaurant, il est très important de penser à cette âme. Alors dans le Botanique, il nous a raconté qu'il prenait n'importe quel ingrédient, il va tout utiliser dans la carotte, tout va être cuisiné, tout va être utile. Même la peau de la carotte va lui servir dans le bouillon, dans la préparation du bouillon. Et pour le banquet de samedi, pour le banquet, il va faire attention à d'abord la thématique, c'est le fantôme, le banquet fantôme. Alors, il va penser à qu'est-ce qu'un fantôme? Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Pas seulement par rapport à cette idée d'âme, mais aussi nous, quand on est mort, et ça c'était une belle question, une belle idée, nous, quand on sera mort, est-ce qu'on aura encore envie de manger? Est-ce que j'aurai encore envie de manger? Ou plutôt, est-ce que tu auras encore envie de manger 1 an après ta mort, quand tu seras fantôme? Et qu'est-ce que tu mangeras alors? Est-ce que tu auras envie de manger ce que tu mangeais 1 an auparavant? Pas sûr, pas sûr. Alors Ange Leschia a rebondi, a parlé aussi de la catastrophe au Japon, de ce fait que le Japon, enfin ce paradoxe, c'est pour nous en tout cas, c'est le pays de l'ordre, de l'organisation très rigoureuse, et puis en même temps c'est le pays des catastrophes, c'est le pays des tsunamis, et donc il y a cette dialectique. Il nous a montré des images de son travail, on a vu la vidéo avec les vagues, on a aussi vu une image d'un camion, ce petit camion qui pour lui symbolise l'économie japonaise. C'était une belle rencontre. Ensuite, on a eu Radio Broa.
Dans ce deuxième épisode de Radio Brouhaha, pour cette deuxième journée du Festival Extra, nous avions un thème. Le thème, c'était le terrain. Et le terrain, toujours pour deux parties de Radio Brouhaha, a été le lieu d'abord un atelier. On a parlé d'un atelier, l'atelier CASMA, il me semble. Comment l'écrire, aucune idée. Et c'est un atelier qui travaille avec des jeunes, entre autres. C'est un atelier hip-hop à l'écriture donc, et également à l'enregistrement, puisqu'on a commencé par entendre un garçon qui nous a fait écouter le texte qu'il avait enregistré, donc une vraie chanson de rap sur une instru, mais la thématique en tout cas c'était, il s'adressait aux gens qui voulaient le voir changer, lui assigner une identité qui n'était pas la sienne, et en gros il leur disait cours toujours. Ce garçon s'appelle Fodé. Puis après, quand Lionel Ruffel lui a demandé un peu, mais alors pourquoi est-ce que tu fais ça avec le rap, tout ça, j'ai trouvé que Fodé avait une certaine retenue, donc c'était évident pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est parce que le rap lui permet de franchir la barrière de savoir comment s'exprimer. Et donc c'était une belle réponse que dans sa réserve de mots, simplement rigoler un peu et répondre légèrement. Puis donc il y avait des auteurs aussi dans cet épisode de Radio Brouhaha, parmi lesquels Marielle Massé. Marielle Massé, c'est un petit livre qui est sorti l'an dernier, en 2017, Sidéré, considéré. Et dans Sidéré, considéré, elle nous parle de la vie des migrants, de la vie de ceux qui sont là dans des camps ici, jusque dans Paris, mais qu'on a souvent tendance à imaginer comme étant des vies très tristes, des vies très pauvres. Et elle dit au contraire, il ne faut pas imaginer qu'ils sont universellement pauvres. Il y a des désirs, il y a des rêves, il y a des passions dans ces vies, évidemment, comme dans n'importe quelle autre vie. Et donc, pour les respecter, il faut ne plus être sidéré et passer à la considération en captant tout ça, en captant le fait que ce sont des gens aussi vivants que toi et moi. Aussi vivant que toi et moi, vraiment. Et alors, elle a dit cette phrase très belle, j'avais envie de te la redonner. Dans le désastre, cherchez tout ce qui ne relève pas du désastre. C'était pas mal. Parmi les autres invités de Lionel Ruffel, à table, autour de cette table de Radio Brouhaha, hier, on avait le directeur, je ne sais pas si c'est le directeur, mais en tout cas, cet homme qui a fondé le Pérou, ce groupe qui travaille sur l'hospitalité, tout le monde en fait, chaque personne, en direction des migrants, en direction de ceux qui sont là et qui ont besoin de nous. Et alors lui, c'est Sébastien Thierry, et il a aussi publié des livres, mais il était là pour parler de cette expérience avec le Pérou, d'abord 2 ans d'être à Calais, d'observer. Bon, tout ça n'est pas arrivé avec Calais, il avait une expérience antérieure d'abord, mais à Calais, pendant 2 ans, il a été sur place avec son équipe, avec ses collègues, et puis ils ont, comme presque un architecte le ferait, ils ont fait des prélèvements sur le terrain quasiment. Et donc ils ont observé et ils ont été témoins de la vérité, de ce que la vérité. Pardon d'utiliser des mots qui n'existent pas, mais en tout cas, il a été témoin à Calais de ce que les médias ne montraient pas, et il a vu une très grande hospitalité, un très grand geste, un très grand élan de solidarité par les Calaisiennes et les Calaisiens en direction de ceux qui vivaient non dans la ville, mais dans le bidonville, donc dans ce qu'on a appelé la jungle de Calais. Et alors, il raconte que la fiction a aussi un rôle à jouer, elle travaille le réel, et donc ils ont créé une sorte de pastiche de journal municipal. Ils ont repris le journal de Calais, et ils l'ont adapté, ils l'ont refait, mais à leur sauce, en mettant ce qui malheureusement pour eux n'apparaissait pas dans le véritable journal de Calais. Donc il y a l'entretien qui n'a jamais eu lieu, hélas, avec François Hollande, et toutes ces choses qui redonnaient la parole à des gens à qui on ne la donnait peut-être pas assez. Autour de cette table également, je fouille dans ma mémoire, je me rappelle d'un homme à gauche, et cet homme c'est Philippe Vasset. Et Philippe Vasset nous a parlé d'un rail, un rail aérien qui a été abandonné, qui a été le fruit d'une erreur, qui a été pensé pour une expérience, une tentative, quelque chose qui n'a pas marché,
un nouveau type de train. Alors il me semble qu'il a dit que c'était en direction d'Orléans qu'on pouvait le voir, moi je ne l'ai jamais vu. Et son texte, c'est une vie en l'air. Une vie en l'air, c'est ça, je viens de le retrouver. Une vie en l'air. Et il nous parle donc de peut-être 30 ans de vie avec ce rail qui va lui être enlevé. Et donc il a dû écrire ce livre pour se réapproprier ce rail où il n'ira plus vivre. Voilà quelqu'un qui va vivre sur le terrain bien réellement, puisqu'il écrit toujours pour quelque chose d'autre. Et là, il avait déjà travaillé sur les zones blanches, ces zones qui sont non répertoriées, où il n'y a rien sur GPS, il me semble. Alors il va là-bas et il va vivre, va découvrir ce qu'il y a dans l'inconnu, dans ce monde blanc. Après, dans Radio Brouhaha, il me semble qu'on a entendu parler de littérature de terrain, de la possibilité de l'existence d'une littérature de terrain, de la différence entre ce qu'était la littérature avant et après le terrain, donc de l'enquête. Le rôle de l'enquêteur, c'est quelqu'un qui va sur le terrain pour écrire. Et puis juste après Radio Brouhaha, ça a été, une fois de plus, les rencontres de la rentrée littéraire. Nelly Caprielian, donc, qui reçoit toujours ses invités dans le cadre de cette rentrée littéraire ici, a eu 2 invités aujourd'hui, plutôt qu'un. 2 invités sur un thème commun, elle les a regroupés, pas seulement pour ce thème, parce qu'aussi elle a trouvé d'autres affinités, d'autres similitudes entre leurs ouvrages. Et c'était Vanessa Schneider et Christophe Boltanski. Vanessa Schneider pour son livre « Tu t'appelais Maria Schneider », donc, qui concerne la vie de Maria, cette actrice, Maria Schneider, décédée, mais qui n'est pas juste une actrice, évidemment, c'est sa tante. Non, sa cousine, c'est sa cousine. Sa tante ou sa cousine? C'est sa cousine de 17 ans, son aînée. C'est ce qu'elle a dit hier. Voilà, je m'en souviens, ça me revient doucement. Puis, Christophe Boltanski, lui, c'est sur sa mère. Et le livre s'appelle Le Guetteur. Le Guetteur, c'est lorsqu'après l'enterrement de sa mère, avec sa sœur, il va vider l'appartement. Il découvre que, bon, bien sûr, il sait qu'il devait le savoir, sa mère a tout gardé. Parce que sa mère croyait qu'elle était victime de complots, que tous ses voisins étaient ligués contre elle et qu'il préparait quelque chose. Alors elle disait il y a des micros, je suis enregistré, etc. Et puis, lorsqu'il se débarrasse de tout ce qu'elle garde, jusqu'au moindre ticket de caisse, il trouve une pochette. Et sur cette pochette, une inscription « Polar ». Il l'ouvre et à l'intérieur, Christophe Boltanski découvre que sa mère, il découvre après la mort de sa mère qu'elle a tenté d'être auteure, écrivaine, qu'elle a été auteure, et elle a écrit des débuts de polar qui font 5 à 6 pages. Et donc, parmi ces polars, un seul, le plus abouti probablement, un seul porte un titre et qui concerne un guetteur. Le titre exact, je ne l'ai plus, mais je sais qu'il y a le mot guetteur dedans. Et donc, il raconte toute cette découverte, toute cette vie et se demande ce que sa mère aurait pu être comme écrivaine. Et donc, il en fait le livre « Le Guetteur ». Quelque part, il édite sa mère. Elle devient l'écrivaine publiée désormais grâce à son fils. Je me rappelle que Nelly Caprielian les a interrogés tous les deux sur leur origine commune en tant qu'auteurs, puisque d'abord, avant d'être écrivains, avant d'entrer dans le champ de la littérature, ils ont été l'un comme l'autre journalistes et journalistes chez Libération, l'un comme l'autre. Et ils nous ont parlé de cette grande liberté qui existe dans ce journal où effectivement on leur a jamais demandé écrit comme ceci ou comme cela. Ils ont vraiment eu une liberté, même en termes de genre, pas seulement en termes de… Non, pas de genre, mais pas seulement en termes d'objets, des articles, mais bien également en termes de manière d'écrire. Ils ont eu cette liberté d'écrire comme ils voulaient. Et alors, Vanessa Schneider, quand elle écrit sur Maria Schneider, c'est similaire, c'est quelqu'un de sa famille, c'est une figure connue pour le coup, et c'est quelqu'un qui est décédé également, donc elle se demande
que c'est qu'écrire sur un mort, parce que ce roman sur la vie de sa cousine, il était prévu depuis longtemps. Il y a 15 ans, elle nous a expliqué qu'il y a 15 ans, ensemble, elles avaient signé un contrat pour le faire ensemble, ce livre. Et puis, elles ne l'ont jamais fait. Elle nous raconte que Maria Schneider, succès très jeune, mais une vie très compliquée parce que dans sa famille, mise à la porte à 15 ans par sa mère, jamais élevée par son père, un acteur qui était ailleurs, et sa mère qui elle-même a eu une vie compliquée. Donc toute cette histoire fait qu'avec ce succès, mais en même temps ce scandale, parce que le dernier tango à Paris, ce film lui apporte et le succès et une image comme ça très scandaleuse, fait que sa vie a été compliquée. Et donc le livre n'a jamais été fait. Et maintenant qu'elle est décédée, maintenant qu'elle est morte, Vanessa Schneider l'écrit, et ce livre, elle l'écrit un peu pour rhabiller sa cousine. Elle l'a dit, ça y est, rhabiller. Presque littéralement, parce que justement chez Libé, la couverture, au moment de la mort de Maria Schneider, sur la couverture, on la voyait seins nus. Donc c'est quasiment la rhabiller littéralement. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec le banquet fantôme, parce qu'on a entendu parler hier de ces âmes, de tous ces objets, et puis de est-ce que quand on sera mort, on voudra encore manger la même chose? Et qu'est-ce que c'est qu'écrire sur un mort? Et là, c'est Christophe Boltanski qui a précisé: on pourra toujours échapper aux vivants, en revanche, on n'échappera jamais aux morts. Je ne sais plus de qui c'était, il a donné cette phrase. Et après ce moment cette rencontre dans le cadre de la rentrée littéraire, est venu le temps d'une performance ou d'une série de performances avec Cécile Ménardi. Toujours c'est Ménardises, donc Cécile Ménardi qui fait acte de... Elle était écrivaine, elle devient artiste contemporaine, artiste plasticienne, elle s'invente performeuse, et elle a réalisé hier une série de Ménardises qui consistait en des performances très courtes lors desquelles elle parlait de poésie. D'abord, elle nous a dit un poème de Baudelaire sur cette scène, et dire son poème, ça a commencé d'une manière très originale. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça quand elle a dit « je vais vous lire un poème de… » ou vous lire un poème de Baudelaire. Ça a commencé par un texte en anglais. Jay, long Thames, bite. Alors moi, j'ai rien compris. Et puis au bout d'un moment, elle s'est mise à traduire. Donc elle redisait vers par vers le poème. Jay, long Thames, bite. Et puis elle traduisait. Sauf qu'en fait, j'ai compris qu'elle ne parlait pas du tout en anglais. Elle faisait comme quelqu'un qui serait anglais, mais qui ne parlerait pas bien français et qui essayerait de décoder un texte écrit en français. Et donc, Jay, long Thames, I bite, j'ai longtemps habité, etc. Un deuxième poème qu'elle dit ne pas se souvenir, et puis elle s'en souvient quand même avec nous, enfin avec les gens qui étaient là tout autour. Et si tu avais été ici, elle t'aurait peut-être demandé comment finit ce vers-là. Et alors, parfois, les gens lui proposaient des vers, elle les acceptait ou non, des conclusions, des fins de vers. Puis finalement, il y avait beaucoup de bruit parce que beaucoup de monde. Alors elle a achevé, mais dans un brouhaha qui n'avait rien de la radio brouhaha, en enlevant sa veste noire et en écrivant avec un rouge à lèvres sur ses bras « Cécile est mon corps » et en tendant les bras, afin qu'on puisse lire ceci, en entendant sa voix enregistrée au préalable qui nous lisait des passages de la Bible « Cécile est mon corps ». C'est dans la veine de ces jeux de mots de Cécile Ménardi, car son dernier livre, c'est le degré rose de l'écriture. Puis après elle, donc là, la foule. Il faut que tu te représentes ici une foule, 100 000 personnes probablement. Non, pas 100 000, mais vraiment une foule, une véritable foule. Et c'était difficile. Tu aurais été là, serré. Moi, j'étais là, ici. Je crois que j'étais comme ça. Et donc serré au milieu de tous ces gens. Tout à coup, le festival Extra s'est peuplé de fans, de véritables fans qui connaissaient toutes ces paroles de Jazzy Bass, donc ce rappeur qui vient du collectif L'Entourage, entre autres choses, et qui sortait son album à minuit, son nouvel album. Alors ce showcase, qui s'est transformé quasiment en véritable concert, c'était beaucoup plus qu'un petit showcase, était très attendu. Et je voyais tout le monde connaître ses paroles, chanter ses paroles.
Il a fini avec la chanson Laetitia, qui est, je dois l'avouer, la seule chanson que j'avais entendue auparavant. Est-ce que je m'essaierais pas un petit rap pour toi aujourd'hui? Tu vas croire que je chante tous les jours. Et j'avais vraiment pas prévu ça, mais je l'ai réécouté ce matin en pensant à toi. Elle consente l'attention, mais qui aura l'attention? L'attention de Laetitia. Bon, bah, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais ça ressemblait à ça. Puis ensuite, un talk. Un talk avec Gauze, un auteur qui vient de Côte d'Ivoire et qui a dit quelque chose de magnifique. Ils étaient tous les deux, Jazzy Bass et Gauze, sur cette scène. Et puis lorsque la personne il y avait une troisième personne qui posait des questions, lorsqu'il leur demande d'où vient ton désir d'écrire, et Jazzy Bass dit la musicalité. Alors l'intervieweur dit ah là, c'est pour la musique. Et la Gauze leur prend non, non, t'as pas entendu, il a dit la musicalité. Parce que dans les mots, c'est très important, la musicalité. Et là, j'ai trouvé ça très beau. Il nous a dit, lui, venir d'une culture où on n'écrit pas. Où on n'écrit pas, ça veut dire qu'on s'écoute, qu'on s'entend et qu'on retient. On retient ce que les autres disent si on n'écrit pas. Et pour retenir, il faut cette musicalité. Et puis, il nous disait dans sa verve que ici, l'alphabet grec, c'est 26 lettres, c'est très pauvre. B plus A égale ba, mais ba au Japon, c'est un son. Et en faisant varier ce son, on peut dire tout un tas de choses. Et que la musicalité était très importante. Puis après, il a rejoint le discours de Radio Brouhaha de la veille, donc il faut tisser des liens. Et c'est la même chose que ce que disait Johann Ferber à propos de mettre sous cloche quelque chose, l'observer, le comprendre, c'est déjà le priver d'air, donc le tuer. Et lui, il nous a dit, parce qu'il parlait de rap, il parlait de NTM à ce moment-là et de Verlaine. Et il disait faire de MC Solar un Verlaine, c'est tuer MC Solar, c'est l'institutionnaliser, c'est le rendre sage et gentil, c'est permettre au monde de le comprendre, donc c'est rassurant. Et peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'être autant rassuré. Me voilà ayant vécu 3 journées de ce festival extra, il m'en reste donc 2, il me reste un banquet fantôme, il me reste la rencontre animée par cet incroyable Jérôme Moche dont je parlais il y a quelques jours, il me reste tout un tas de choses, des performances dans le musée, dans les étages, j'en ai déjà parlé. Mais hier, la journée a commencé, comme toutes les journées jusque-là, par un moment japonais. Hier, c'était une écrivaine japonaise très fameuse qui venait en France pour la première fois présenter son travail, c'est Hiromi Kawakami. Et elle nous a lu un texte en japonais, donc je ne comprenais rien bien sûr, et heureusement la traduction française du texte, paru en France, il me semble en 2016, mais le texte est de 2014, nous était distribué, donc on pouvait suivre. Et c'est l'histoire d'un couple, enfin d'un frère et d'une sœur, la narratrice et son petit frère Ryo. Et ils retournent vivre dans la maison familiale, dans la maison des parents, après le décès de la mère, le maire ayant quitté cette maison. Et il y a une chambre qui est cadenassée, une salle dont l'accès est privé. On comprend que dans cette pièce a eu lieu, il y a des années, une relation entre ce frère et cette sœur. Et tout ce livre qui parle de leur histoire d'amour va en fait être le prétexte à l'histoire d'amour des parents qui étaient déjà eux-mêmes frères et sœurs. Hiromi Kawakami nous parle dans sa littérature d'une littérature post-catastrophe. Elle a tout un tas de dates avec différentes catastrophes qui viennent faire les jalons de son écriture, de son travail. Et hier, elle nous a donc lu cet extrait et elle nous a aussi parlé d'événements marquants. Elle nous a dit « Souvenez-vous d'un événement marquant ». Alors j'ai tâché de me souvenir d'un événement m'ayant marqué, je l'ai trouvé et je t'invite à le faire. Je t'invite à faire maintenant exactement la même chose. Souviens-toi d'un événement marquant dans ta vie. Ok. Cet événement, essaye de retrouver les sentiments, les sensations, les émotions que tu as vécues à ce moment-là. Quelles sensations, quels sentiments cet événement t'a procuré? Une fois que tu le sais, tu les as ces sentiments, pense aux sentiments que tu avais un an après. Qu'est-ce qui en restait? Qu'est-ce qui en restait et qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui s'est ajouté? Est-ce que quelque chose a été perdu ou est-ce que quelque chose a été ajouté? Un peu des deux sans doute, mais quoi et dans quel sens? Et 10 ans plus tard, si tu as assez d'histoire. Moi, l'événement que j'ai choisi, il avait quelques mois seulement, 2 mois et demi à peine. Alors ça a été difficile de me projeter. Mais en choisissant là, à l'instant, avec toi, un autre événement, j'ai l'impression que les choses se transforment. Je ne sais pas si quelque chose se perd et quelque chose se gagne, c'est simplement quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change, ouais, c'est ça.
Après ce moment japonais, on a eu comme tous les jours Radio Brouhaha. Alors Radio Brouhaha, hier, c'était une journée dédiée après l'avant et l'après littérature, après le terrain pour la deuxième journée de Radio Brouhaha. Hier, ça a été une journée dédiée au travail. On a un étudiant du Master de création littéraire de Paris 8 qui est venu nous lire un texte sur le fait que pour un festival de poésie fraîche et nouvelle, on lui proposait d'être payé 100 €, 100 boules, disait-il. Et puis au bout d'un moment, ce Benoît disait avoir le mail qui disait ne plus être payé du tout. Donc il a décidé, comme la plupart des gens qui étaient d'accord d'aller participer d'abord, de ne pas y aller finalement. Et il a donc pas payé 100 boules. Et puis après, on a parlé du travail de littérature. Noémie Lefebvre, quand on lui pose la question « Alors pour vous, qu'est-ce que le travail de littérature ?» Elle répond simplement, et c'est assez beau, « Pour moi, c'est pas un travail. » C'est pas la seule à penser ça. Et dans la deuxième partie de Radio Brouhaha, on a eu Jean-Yves Joinet. Jean-Yves Joinet est venu participer à Radio Brouhaha. Et Jean-Yves Joinet dans cette Radio Brouhaha d'hier, dans cette Radio Brouhaha, il est venu nous parler de comment est-ce qu'il travaille cette encyclopédie des guerres. Donc, il est venu nous dire pourquoi surtout. C'est ça qui m'a intéressé. En tout cas, c'est ça que j'ai retenu. Tout m'intéresse chez lui. Alors que lui dit qu'on ne s'intéresse pas, puisque tout nous intéresse. Il l'a dit hier. Il a dit on s'intéresse à tout. Il n'aime pas tellement l'idée que les gens pensent qu'ils s'intéressent à la guerre. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas le moins du monde à la guerre. Et c'est ça qu'il a dit. Il y a une question qu'il travaille depuis toujours. Moi, j'espérais tellement que ce soit l'art, parce que j'avais lu l'Idiotie, j'avais lu le catalogue Le Fou dédoublé, ça a été très important. Et puis bien sûr, Artiste sans œuvre. Pour moi, bien sûr, des écrits très importants. Mais là, hier, non, la question, a-t-il dit, la question qui le travaille, la seule question, il n'y en a pas une, pas deux, ce sont ces mots, pas une, pas deux, non, la seule question. Non, il n'y en a pas deux, pas trois, il n'y en a qu'une, voilà. Il n'y en a pas deux, pas trois, il n'y en a qu'une. La seule question qui travaille Jean-Yves Joinet, qu'il travaille et qu'il le travaille, c'est la guerre. Et il ne sait pas pourquoi, il a tout fait pour éviter le service militaire, il a horreur de l'idée de porter une arme, il déteste la violence, mais il est fasciné par la guerre. Alors il fait depuis 10 ans, depuis septembre 2008, cette encyclopédie des guerres, ici, dans la petite salle du Centre Pompidou, et le public, tous les mois, un public habitué, il revoit les mêmes personnes, parmi lesquelles, en grand nombre, des psychanalystes. Donc on lui a dit, c'est comme si vous faisiez une analyse, votre analyse, en public avec beaucoup de monde. C'est un peu ça, c'est sans doute un petit peu ça. Voilà comment est-ce qu'on a conclu cette Radio Brouhaha d'hier. Et donc c'est ce cycle de Radio Brouhaha qui prend fin, qui a pris fin, avec cette session sur le travail. Et en conclusion, et je viens seulement de comprendre pourquoi d'ailleurs on a entendu ça, on a entendu un peu de Rihanna, la chanson avec Drake, la chanson Work, et je viens seulement de faire le lien, Work, le travail. Puisque j'ai commencé à chanter pour toi chaque jour, ou presque, peut-être que je devrais simplement te donner l'idée de Work, au cas où tu n'es pas fin connaisseur de Riri. Et Work, c'est work, 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 and you see me and you work, 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 work. Et puis Drake, tout à coup, qui dit You need to get down, down, down. Et Rihanna qui reprend, et ainsi de suite. Ça a fait très plaisir à mon amoureuse qui a dû Rihanna hier dans cette journée. Moi aussi, ça m'a beaucoup touché. Et cette journée de rentrée littéraire était dédiée à POL. On avait 3 auteurs invités, Bertrand Schaeffer, Nathalie, me voilà oubliant les noms, Nathalie Léger il me semble. Nathalie Léger qui est pourtant l'auteur d'un livre que j'ai fait dédicacer hier, donc je ne devrais pas l'oublier, mais c'est comme ça, on oublie les choses très rapidement, du jour au lendemain, et ça m'arrive. Et alors, 3 auteurs de la rentrée littéraire, tous édités chez POL, donc on a parlé de la disparition de l'éditeur mythique en janvier dernier, on a parlé de comment est-ce qu'on travaille avec lui, comment est-ce qu'on rencontre POL, comment est-ce qu'on rencontre cet éditeur, et alors certains étaient fascinés, d'autres le côtoyaient déjà, éditant ailleurs, et puis le travail avec lui semblait toujours être assez simple pour les 3 auteurs. Hier, c'était beaucoup de « je travaille, j'écris mon texte, je lui envoie une fois que c'est fini », et en général, il ne dit rien. Ça doit être pas mal de travailler comme ça avec un éditeur. Ensuite, on a eu une Ménardise, la Ménardise de Cécile Ménardi. Je me demande si je ne viens pas d'inverser l'ordre des choses. Je me demande si je ne viens pas de tout inverser. J'ai dit, non, c'est ça. On en est à la Ménardise, on est dans l'ordre de la
dans la soirée à ce moment-là, c'était la Ménardise. Et la Ménardise de Cécile Ménardis, c'était simplement un écran vidéo. Aujourd'hui, hier, on ne l'a pas vue. Elle n'est pas apparue physiquement. Enfin si, on l'a vue, je l'ai vue, on s'est salué. Mais elle n'a pas fait une performance en direct. Elle nous a montré une vidéo avec sa Ménardise ayant pour titre Jerry Lewis versus Gilles Deleuze. Alors, Jerry Lewis, c'est ce philosophe bien connu. Gilles Deleuze, c'est cet acteur américain, bien connu également, qui fait plutôt des comédies, qui est cette espèce de beau gosse, très drôle, décédé aujourd'hui. Et on voit donc Gilles Deleuze, non, on voit Jerry Lewis en train de parler avec la voix de Gilles Deleuze. Donc on voit cet acteur américain en train de faire sa comédie sur un plateau télé, il me semble, et dans sa bouche, sinon sa voix, celle du philosophe et qui nous parle de signes, qui nous parle de temps, qui nous parle de philosophie. On a regardé la vidéo 2 fois, je crois. Mais maintenant, j'en suis convaincu. J'ai confondu l'ordre des choses. Je pense qu'à ce moment-là, c'était d'abord la rentrée littéraire. Je commence à être sûr d'une chose, c'est que je ne suis plus du tout sûr de l'ordre des choses. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui viendront Frédéric Boyer, Violaine Lechu et cet incroyable Jérôme Moche pour une rencontre de poésie plateforme. Et la soirée Littératube, pour conclure cette 3e journée du Festival Extra, cette soirée Littératube, c'était donc en écho à l'espace domestique qui est là, où l'on peut voir des vidéos sur YouTube, sur des ordinateurs, sur des tablettes, sur des écrans. C'était 3 universitaires qui, ensemble, développent ce principe, cette idée de Littératube, qui consiste en une collecte, ici, de publications de poètes qui partagent leurs lectures, leurs vidéos, leurs textes sur Internet, sur YouTube, en l'occurrence cette plateforme de partage vidéo. Et on a vu par exemple Charles Penquin, on a vu une vidéo de Charles Penquin qui va lire sa poésie, son livre, à côté de quelqu'un qui joue du piano dans une gare, sans doute gare du Nord à Paris. Et puis au bout d'un moment, on voit même cette personne qui dit « Excusez-moi, vous ne pouvez pas aller lire ailleurs ». Donc on voit que c'est une lecture sauvage et puis il se filme, c'est le règne de l'amateur bien sûr, il se filme au téléphone portable ou à la GoPro et il peut diffuser largement. Donc les quelques publics qui voient sa performance, sa lecture, c'est les quelques passants qui ne s'arrêtent pas à la gare. Mais grâce à YouTube, grâce à Internet, la Littératube touche un public beaucoup plus large et aujourd'hui, on accède à toute cette littérature dans un espace qui n'était pas un espace littéraire, qui n'est pas un espace littéraire d'ailleurs. YouTube, ce n'est pas un espace littéraire. Donc dans le cas de Charles Penquin, aller lire à un endroit où on lui dit vous pouvez aller lire ailleurs, comme l'a très justement souligné Jean-Max hier, ce n'est que prolonger ce geste que de le diffuser sur Internet, sur YouTube, dans un espace a priori non littéraire, mais qui pourrait pourquoi pas le devenir. Puis ensuite, en conclusion, on a eu Noémie Lefebvre est revenue montrer une vidéo avec des Playmobil qui parlent de fonction, de mort, de CRS, de notre société. Très politique toujours. Et puis, c'était la lecture de Jérôme Gamme. Jérôme Gamme, c'est passionnant. C'est un écran ici et il vient, il lit. Et lorsqu'il lit, alors je vais essayer de me rappeler, il parle proche de son micro. Et proche de son micro, qu'il tient à la main, lui, il parle proche de son micro et quand il lit, il dit « Mais où est-ce qu'on va ? Mais où est-ce qu'on va ? Il faut vraiment que tu me dises. Il faut vraiment que tu me dises où est-ce qu'on va. Il faut vraiment que tu me dises. Là, il faut. Google View Street. Add to Google. Viens, vue, ajouter, vidéo, plus un next, click to Google, click to. Il faut vraiment que tu me voix ferrée. Il faut que tu vois. Mais où est-ce qu'on va ? Il faut vraiment que tu me dises où est-ce qu'on va. Il faut vraiment que. Ah, monte le son. Pourquoi tu montes ? On s'entend. Pourquoi tu montes le son ? C'était un très beau moment. C'est rare d'être ému. C'est rare d'être ému. Là, je vois au loin Jérôme Moche, alors bien sûr, je suis presque ému. Mais hier, Jérôme Gamme m'a complètement ému. Et c'est rare d'être ému à ce point, c'est beau. C'était une très belle manière de finir cette 3e journée du Festival Extra. J'ai vécu 4 journées de ce Festival Extra. Le samedi est désormais achevé, le samedi qui était quand même un des temps forts de ce festival, un peu comme chaque jour, je crois aussi. Et il a débuté à 14 h ce samedi. Il a débuté avec une performance ici, Formule magique, de Milady Renoir,
Je suis arrivé un poil en retard, 14h30 peut-être, et j'ai vu l'espace envahi par les livres. J'étais en retard parce que je venais d'une librairie où j'allais acheter un livre, et ici j'arrive et tout plein de livres, mais vraiment plein de livres, d'ailleurs des livres que j'avais failli acheter. Et là, je vois que l'artiste est là, Milady est là, et elle prend les gens un par un. Quand j'arrive d'ailleurs, c'est tout à fait étrange, je vois ici, au milieu de ces livres, les gens sur les chaises, mais pas le même public que d'habitude, ou plutôt pas la même répartition du public que d'habitude, les gens étaient assis deux par deux. Pas en couple, mais deux par deux. Ils étaient là, et ils parlaient. Les gens étaient en train de se parler. C'est incroyable, non? Des gens en train de se parler. Et ils échangeaient, pas sur les livres, non, ils échangeaient au milieu de ces livres. Et puis Milady passait comme ça de temps en temps, elle prenait quelqu'un, elle l'emmenait et elle lui disait des secrets, elle semblait lui dire des secrets. J'ai compris plus tard, quand ça a été mon tour, qu'elle nous proposait de vivre des expériences magiques. Et ces expériences magiques, avec les livres, la première que j'ai vécue, c'était bibliomancie. Biblio, le livre, mancie, comme dans la cartomancie, la divination. Et alors, elle m'invite à me poser une question, je me pose cette question, elle me propose de choisir un nombre parmi les livres qui sont les siens sur sa table. Elle en choisit un qui correspond au chiffre que j'ai donné, à savoir 2. Mais la question, je la garde pour moi. Et la réponse était une phrase tirée au hasard qu'elle n'a pas choisie. Et ça marchait très bien, mais comme toujours. Ensuite, on a fait un Tetris de livres. Ensuite, je suis monté dans les étages voir d'autres performances. Il y avait Laurence Vautier qui refaisait sa performance consulting, mais dans le musée cette fois, dans une salle du musée. Je l'ai vue de loin, elle était en train de recevoir le conseil de quelqu'un. Puis j'ai voulu voir Chloé Delhomme. Chloé Delhomme qui était donc dans le jardin d'hiver, dans l'installation, dans l'œuvre pérenne ici de Jean Dubuffet, cette espèce de caverne en noir et en blanc. Et elle était là, sauf que l'accès est limité. Alors pendant un bon quart d'heure, j'ai pas pu entrer. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est ça, Chloé Delhomme, je ne l'aurais pas vu, je l'aurais entendu, je l'entendais lire, mais comme quand j'entends les gens lire, j'entends pas ce qu'ils disent, j'entends la manière qu'ils ont de lire. Et Chloé Delhomme, j'en ai entendu parler, j'en ai beaucoup entendu parler même, et j'en ai vu des images, mais je ne m'en souviens pas. Et donc là, je l'imaginais entendre, enfin en l'entendant, je l'imaginais lire, je l'imaginais être en train de lire physiquement, et je ne pouvais que l'imaginer. Puis peut-être qu'un jour je serai moins poli, moins respectueux et j'oserai entrer même quand on m'interdira l'accès, mais ce n'est pas le cas. Sauf que ça doit transpirer à travers mon corps et ma peau, je pense, l'envie que j'avais d'entrer, car le vigile qui interdisait à tout le monde d'entrer est venu me voir et m'a dit est-ce que vous avez une bonne raison de vouloir vraiment entrer? Est-ce que vous voulez vraiment? Parce que vous avez l'air de vouloir vraiment entrer. Moi je dis oui, enfin on a tous une bonne raison de vouloir entrer, je crois. Il m'a dit bon, si vous étiez vraiment motivé, je vous laisserai entrer. Et donc je suis entré et je l'ai vu. Et au moment où je suis entré, avec moi, les tests son, car ici au Centre Pompidou, il y a des tests son. Même moi, le matin, j'en ai quelques fois. Et ces tests son l'agacent, bien sûr. Elle a dit, j'ai pas souhaité faire ça au -1 pour ne pas avoir ces interruptions sonores, et les voilà. C'était du genre, la petite Mathilde est attendue à l'accueil, je crois, à ce moment-là d'ailleurs. Il y en a eu plusieurs. Puis après, je suis ressorti. J'ai cherché Mrs. Dalloway, la ménardise du jour. Et en l'occurrence, Cécile Ménardi cherchait. Elle m'a demandé tu sais où elle est? Elle ne la trouvait pas elle-même. Elle ne savait pas où était son œuvre. Son œuvre lui avait échappé. Elle avait filé comme ça, comme entre ses doigts. Alors après ça, je suis redescendu. Et après ces performances, qu'est-ce qu'on a eu? C'est le moment japonais qui a suivi. Le 4e moment japonais était l'occasion d'une rencontre avec Mari Yamazaki, cette mangaka qui vit en Italie depuis des années et qui écrit des mangas qui font le lien, le pont entre l'Italie, la Rome antique très exactement, et le Japon d'aujourd'hui. Elle voit des liens malgré la différence, malgré l'écart géographique et temporel. Et elle joue sur ces liens. Elle a écrit un manga, Thermae Romae, dans lequel le personnage, à chaque fois qu'il se baigne, est transporté, à chaque fois qu'il entre. Donc lui, il vient de la Rome antique, et à chaque fois qu'il va dans ces thermes, là où il travaille, il est transporté au Japon, soit dans une piscine, dans des thermes, dans un parc d'attractions, etc. Et donc il va s'inspirer de ce qu'il voit, essayer de l'adapter à son époque, à son temps, à son lieu, à sa culture. Il va s'imprégner de tout ça. Et Mari Yamazaki nous a parlé hier du fait que le droit d'auteur dans le manga aujourd'hui et au Japon est quelque chose de très difficile, de très compliqué. Elle a l'impression que ça fait 100 ans que ça n'a pas évolué et que ça devrait bouger, bien sûr. La distance lui permet, nous précisait son éditeur, la distance lui permet de s'exprimer plus librement. Alors
Du coup, elle s'est parfois attiré quelques critiques et elle parle librement de tout ça et elle a l'impression que le mangaka au Japon ne maîtrise rien dans le droit d'auteur, sur son œuvre. Il ne maîtrise rien, c'est l'éditeur qui a les pleins pouvoirs. Voilà une drôle de situation. Elle nous a parlé des influences et c'est pas parce qu'elle vit en Italie qu'elle parle de l'Italie en fait. Bon, si sans doute, mais en tout cas, elle pourrait parler de toute autre chose. Elle dit voyager pour ses recherches et elle dit ne pas penser en italien, ne pas être plus influencée par la culture alentour. Simplement, ce qu'elle constate, c'est dans le monde dans lequel elle évolue, dans son quotidien, dans ce qu'elle voit, elle trouve des liens entre des civilisations très éloignées. C'est assez beau, c'est presque des fantômes déjà, qui avant le banquet de la soirée, plus tard, déjà des fantômes qui apparaissent, des fantômes qui traversent les lieux et les temps. Voilà, après ce moment japonais, c'était la rentrée littéraire. Nelly Caprielian qui recevait ici Christine Angot. Christine Angot, j'étais très heureux et impressionné de la voir de mes propres yeux, comme en chair et en os. Même si après la journée d'hier, je ne crois plus ou je ne sais plus quoi croire. Et est-ce que j'ai vraiment vu Christine Angot? Pas certain, vraiment pas certain. Tu vas vite comprendre pourquoi. En tout cas, elle parlait de son dernier livre qui sort à l'occasion de cette rentrée littéraire, un tournant de la vie dans lequel elle parle d'un Vincent, la narratrice, et deux hommes, et elle parle de ce Vincent, elle parle de couple, elle parle de ce que c'est que choisir d'être en couple. Alors Christine Angot nous a dit ces phrases, être en couple à un moment dans la vie, c'est décider à deux de la même chose, se mettre d'accord sur le fait qu'on a envie de la même chose, ou en tout cas au moins de vivre ensemble, au moins de s'accompagner. C'était ses mots. Et puis on a parlé, ou plutôt Nelly Caprielian lui a demandé comment ça commence, comment est-ce que commence ce livre, parce qu'il a mis 1 an et demi à s'écrire celui-là. À partir de quand est-ce que ça commence? Christine Angot dit beaucoup se tromper, passer beaucoup de temps à se tromper. Et alors elle dit que le livre commence finalement lorsqu'elle ne reconnaît plus dans ce qu'elle est en train d'écrire un livre précédent. Lorsqu'enfin elle ne reconnaît plus l'un des livres qu'elle a déjà écrits, c'est que quelque chose d'intéressant est en train d'apparaître. Alors, elle dit que les premiers mots, je traversais la rue, j'aperçus Vincent, je paraphrase, je ne les ai plus. Ces premiers mots-là, elle les avait déjà écrits bien avant. Et elle ne les voyait plus simplement parce que avant ces mots, elle en avait écrit beaucoup d'autres et elle ne pouvait plus les voir. C'était Christine Angot, éblouie par le soleil, hier. Après cet instant de rentrée littéraire, on a eu enfin cet incroyable Jérôme Moche à l'occasion de cette rencontre Poésie Plateforme. Ces rencontres Poésie Plateforme, donc pour redonner un tout petit peu de contexte, sont des rencontres qui ont lieu régulièrement à la Fondation d'Entreprise Ricard, ici à Paris. Elles sont organisées et les invités sont invités par Jérôme Moche. C'est un poète, éditeur, qui reçoit des gens qui se connaissent ou non, qui viennent présenter leur travail de poésie, d'écriture, il y a de la performance et tout un tas de choses de ce genre-là. Et hier, c'était hors les murs pour la première rencontre de la saison, c'était ici au festival, dans le Festival Extra, et on a eu la performeuse Violaine Lochu qui est arrivée avec un texte qu'elle avait en elle, et ce texte, un micro à la main il me semble, elle le dit, elle le donne, et il commence, je crois, par ce genre de choses, et puis tout à coup quelques lettres A, E, T, S, et des mots chuchotés, et parfois des mots forts, un mot sur deux, prononcé fort, un mot sur deux, prononcé plus doucement. C'est tout un travail, c'était très beau de la voir faire ça. Elle nous vient d'abord de la chanson populaire, de la chanson, elle se pose d'ailleurs la question, elle s'est posé la question de qu'est-ce que c'est que dire des mots qui ont déjà été dits par beaucoup d'autres personnes. Et ce qu'elle nous a présenté hier, elle l'a expliqué. Ensuite, dans le temps d'échange avec Jérôme et l'autre invité,
C'était à l'occasion d'un travail il y a quelques années sur le vestige, elle s'est demandé que serait le vestige d'un texte, donc elle a pris un monument et le texte qu'elle a déjoué hier, déconstruit aussi, ruiné d'après elle, mais joué, donc déjoué. C'était la chanson de Roland, donc monument, j'ai failli dire préhistorique, je voulais dire médiéval. Et le deuxième invité, le second invité, lui dit non, c'est pas un monument parce que très vite ça a été laissé de côté. Et lui aussi a travaillé dessus, il l'a retraduit. Et alors, cet invité, c'était Frédéric Boyer, donc, qui est écrivain, mais qui est aussi depuis cette année, à la direction de POL. Et alors lui, il s'est assis sur la scène de l'espace principal du Forum -1, il a ouvert son livre et il nous a lu des passages. Il nous a lu des passages en mettant beaucoup de ton. Alors on était dans une autre époque. Est-ce qu'il y a des phrases dont je me souviens? Je me souviens bien sûr que ça parlait de bataille, souvent, ça parlait de défaite. La bataille est toujours heureuse, même lorsqu'il y a défaite. C'était pas ces mots-là, mais il y avait ce genre d'intention, d'idée. Et alors, pour te donner son ton à lui, c'était... Tu te dis que la bataille est toujours heureuse, même quand la défaite est réelle, même dans la défaite. Genre de choses. Et ensuite, il y a eu cette discussion entre eux sur la position, ce qu'est cette chanson de Roland dans notre culture. Est-ce que c'est un monument ou pas? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je ne connaissais pas la chanson de Roland. Et Jérôme a posé des questions de traduction parce qu'on était dans les deux cas dans une sorte de littéralement dans une traduction et dans une forme de jeu qui est toujours une traduction, une adaptation, une traduction dans un autre champ. Et comme on était dans le champ de la littérature qui sort du livre, on était dans des formes de traduction diverses. Et à 20 h, Jean-Max nous invite à nous rendre dans la grande salle, ici au niveau -1, dans la grande salle du Centre Pompidou, là où se tenait le banquet fantôme. Et lorsque j'arrive dans cette salle, dans la pénombre, je trouve une place quelque part dans ce banquet. C'est assez impressionnant, on est nombreux. Il paraît qu'on est 70 environ, mais on me semble beaucoup plus nombreux que cela. Et on est assis dans un grand rectangle. C'était une première pour moi, un banquet comme ça. C'était très impressionnant. Ryoko l'organise, elle invite 6 intervenants, parmi lesquels un historien de la photographie, qui nous parle de fétichisme, qui nous parle de photos en général. Il va citer Barthes à un moment. Et puis une auteure de manga. Et qui d'autre? La romancière qu'on avait vue la veille, je crois. On a Angé Chia aussi avec des vidéos. On a un critique de musique qui fait une sélection de morceaux musicaux choisis justement. On a différentes ponctuations dans ce banquet, dans ce repas, qui viennent compléter, s'accorder, qui viennent jouer avec la nourriture, le repas qui est préparé par Sugiyo. Et on découvre petit à petit qu'à côté de nous, nos voisins ne sont peut-être pas seulement nos voisins, ils sont peut-être des fantômes. On découvre petit à petit que les aliments qu'on mange se transforment en fantômes et dans nos assiettes déjà des fantômes. Une phrase à la fin du banquet d'ailleurs très belle, sur ces écrans géants sur lesquels nous avions des choses à voir. Le plat toujours doit disparaître. Alors je paraphrase encore, je ne l'ai plus, elle m'a déjà échappé. Cette phrase quelque part devient déjà un fantôme, comme toutes les phrases que j'ai entendues depuis le début de la semaine, qui deviennent des fantômes mais qui m'habitent. Il y a toujours cette histoire d'avant et d'après. Il faudra que j'aille vivre au Japon un jour. Cette histoire d'avant et d'après, cette histoire de mémoire et de comment est-ce que ça revient en moi, m'habiter ou s'incarner. Comment est-ce que ça me visite. C'est des choses passionnantes, ces histoires. Et j'ai l'impression que dans la culture japonaise, c'est quelque chose de très présent. On a vu à un moment une liste de monstres qui habitent leur imaginaire. On a entendu parler de tous les fantômes de l'œuvre de cette romancière. Il faudra que j'aille vivre au Japon un jour. Nous y voilà, la 5e journée de ce festival extra a eu lieu. Tout est terminé. Je suis le lendemain du dernier jour du festival. Donc le festival va pas tarder à disparaître.
à devenir lui-même un fantôme. Et avant que cela n'arrive, il me faut te raconter ce que j'ai vu ou ce dont je me souviens de cette dernière séance. Il y a eu un atelier jeunesse, il y a eu un atelier d'écriture à nouveau, il y a eu un atelier de lecture à haute voix. Je me souviens également d'un moment japonais, vers 16 h. Et ce moment japonais, c'était avec un photographe, Chihiro Minato. Photographe qui nous a parlé d'un projet qu'il a réalisé dans la région de Fukushima, quelques mois après les événements, après le séisme, après l'explosion de la centrale nucléaire, dans un village qui s'appelle Itate, qu'il dit considéré comme un musée à part entière. Et il a créé un musée imaginaire. Et ce musée imaginaire à Itate n'a pas besoin de bâtiment, car Itate en soi, ce village typique japonais, est un musée. Il a été bien sûr évacué, donc il n'y a plus aucun habitant aujourd'hui. Plus personne n'est là dans les rizières, mais il nous montre ses photographies et on imagine assez bien la vie ici. C'est vrai que c'est très typique comme lieu. Il nous parle de son musée imaginaire en nous expliquant avoir proposé un jour aux habitants de participer à cette chose avec lui si vous pouviez récupérer un objet. Si tu pouvais retourner chez toi et prendre un objet, qu'est-ce que tu prendrais? Et dans un sac, il est revenu avec plein d'objets d'Itate qu'il expose désormais. Voilà comment circule son musée imaginaire qui n'a pas de lieu. Après ce moment japonais, on a eu un temps de lecture de Benoît Tokay. Et lui, Benoît Tokay, on l'avait déjà vu dans la semaine, il nous a parlé de sa lecture pas payée 100 balles. Finalement, hier, il met sa casquette et il nous parle d'un mot qu'il découvre, c'est l'art dégénéré des nazis, nommé par les nazis ainsi en tout cas, l'art dégénéré en allemand, et il ne parle pas allemand, donc il le déchiffre et il lit Entartete, entarté et tête. Ce qui est logique pour lui, puisque quand tu te fais entarter, tu te prends en pleine tête la tarte. Alors, il fait quelques analogies, quelques parallèles. Il se dit que dans Cosmopolis, le roman, puis le film ensuite, le film de Cronenberg, à un moment, il se souvient d'un personnage. Il se souvient de ce personnage qui apparaît, qui est un personnage absolument secondaire, qui va simplement mettre une tarte dans la face, une vraie tarte à la crème, dans la face de notre personnage principal. Il va même à un moment, Benoît Tokay, nous parler de slapstick, de ce fait que on rigole davantage quand le gag est répété, comme si la quantité, la répétition devenait signe de qualité à ce moment-là. Et puis, il nous raconte des vidéos qu'il a trouvées sur YouTube qui l'ont fait rire ou qui ont fait rire un de ses collègues quand il travaillait la nuit. Il se met à rejouer, à tomber au sol, à rouler, à expliquer et en même temps à vivre tous les mouvements qu'il décrit. C'était une forme de poésie contemporaine avec un peu d'action et puis avec beaucoup de mots, bien sûr. Le moment de la rencontre littéraire avec Nelly Caprielian, hier, pour conclure, c'était des auteurs peut-être moins connus. Elle a dit qu'on les découvrait davantage qu'on découvrait les auteurs des jours précédents. C'était Abnous Shalmani, qui est une écrivaine qui vient de faire paraître un livre dont le titre est « Les exilés meurent aussi d'amour ». Et ils étaient deux, et lui, c'était David Diop, avec son roman « Frères d'âme ». Et il y a une thématique, c'était l'exil. Dans Frères d'âme, on a un tirailleur sénégalais, donc on les a appelés tirailleurs sénégalais, même s'ils n'étaient pas tous sénégalais, ce sont les Africains qu'on a fait venir combattre dans l'armée française, avec l'armée française en 14-18 dans les tranchées. Et donc c'est l'histoire d'un soldat, un tirailleur sénégalais, qui va perdre son ami et en devenir fou, perdre un de ses amis dans la tranchée. Et ça nous parle, semble-t-il, de cette folie. Ce livre, on en a entendu parler à nouveau un peu plus tard dans la soirée. Le livre « Les exilés meurent aussi d'amour », celui-ci, il nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui, à 8 ans, vient avec toute sa famille en France depuis l'Iran. Alors, les deux livres nous parlent d'exil, mais ils nous parlent aussi, ou plutôt ces auteurs hier nous ont parlé de ce que l'exil pour eux n'était pas forcément mal vécu, de ce qu'il était au contraire, pour elle en tout cas, pour Abnous Shalmani, la possibilité de quelque chose d'heureux dans le sens où en Iran, le corps de la femme n'existe pas, c'est des yeux et des sourcils. Et à son personnage, venir en France permet de décider de ce qu'elle fera de son corps. Lui, David Diop, il nous a dit cette chose que j'ai trouvée assez belle.
que l'exil est avant tout dans la langue. Et donc, il a grandi, lui, au Sénégal. Alors, comme il a parlé français, c'est la langue officielle, il n'a pas connu le véritable exil dans le sens où il a toujours été baigné dans la même langue. Ensuite, on approchait de la fin déjà de la 5e journée de ce festival, mais on a eu un autre moment d'échange juste après cette rentrée littéraire, mais je crois qu'ils se sont à peine croisés, enfin ils se sont croisés sans se voir vraiment. C'était l'apostrophe dans ma cuisine de 2 femmes, alors 2 noms qui m'échappent déjà, Artemis Johnson et... Pardon, tu n'auras jamais ce deuxième nom. Et elles n'étaient pas seules, elles étaient largement accompagnées. On avait comme 3 tables, les unes à côté des autres, alignées, avec tout autour une bonne dizaine de convives qui simplement échangeaient autour de livres de la rentrée littéraire. Ça changeait par rapport aux autres jours parce que cette fois-ci, enfin, ou à l'instant d'avant même, c'était plus les auteurs qui venaient parler de leurs propres livres, c'était des lecteurs et on les sentait critiques, on sentait qu'ils avaient l'habitude de faire ça. C'est quelque chose qu'ils doivent faire en se retrouvant ensemble dans la cuisine réellement de l'une d'entre ces personnes. Assez régulièrement, ils se connaissent bien apparemment, ils savent quelle personne va défendre quel livre quasiment et ils nous parlent de leur goût et wow, ils parlaient très bien, c'était impressionnant. Je me souviens qu'ils ont parlé à un moment du livre de David Diop. Ils en ont parlé en disant que ça ne parlait pas de folie, alors que lui, un instant avant, David Diop, quand il était là, dans le temps de rentrée littéraire, a parlé de la folie. Bon, il y avait des désaccords, mais c'est bien aussi, c'est normal en même temps qu'à un moment l'auteur s'échappe et que les lecteurs arrivent, ce sont eux qui doivent régler leur curseur, c'est un mot que j'ai entendu dans la semaine, et décider de ce qu'on fait de toute cette littérature. En l'occurrence, des débats autour d'une table, c'est déjà quelque chose de pas mal à faire. Puis on a entendu parler d'un autre livre, un livre qui apparemment n'est pas fameux. Alors d'abord je me suis dit, oh, c'est intéressant, et puis en fait je me suis dit, non, je le lirai peut-être pas celui-là. Ça nous parle de la rencontre entre 2 personnes qui sont en couple, séparément, mariées de leur côté, puis qui vont se rencontrer par Facebook, sur Messenger, donc la discussion instantanée sur Internet, sur Facebook, et qui vont construire une relation et même avoir des relations sexuelles, mais seulement via la discussion, seulement via Messenger. Et à un moment, l'une de ces personnes se fait ghoster. J'ai beaucoup aimé quand hier dans la conversation est arrivé le mot ghoster, tout le monde ne connaissait pas. Donc la jeune fille qui en parlait a dû expliquer que tout à coup, dans une conversation sur Tinder, aujourd'hui tu peux parler à quelqu'un, tu te dragues, on se drague, et puis au bout d'un moment, du jour au lendemain, sans te donner d'explication, sans te prévenir, la personne ne te répond plus. Hier, la personne a dit « on te considère alors comme un fantôme ». Non, c'est l'inverse. Tu as en face de toi un fantôme. Tu as en face de toi plus rien que le fantôme de la personne avec qui tu échangeais encore la veille. C'est ça, se faire ghoster. Et dans ces journées de ce festival, avec tous ces moments japonais, j'ai beaucoup aimé entendre parler de fantômes à nouveau. J'ai l'impression que c'est de cela qu'il est question. Même moi, quand je viens me promener ici, quelque part, je visite. Et qu'est-ce qui visite, sinon les esprits? Donc ça m'a plu qu'on parle de se faire ghoster dans cette histoire amoureuse. La dernière chose qu'on ait eue dans ce festival, c'était dans la petite salle, donc une salle de conférence ou de projection en l'occurrence hier soir, et c'était la projection d'un film qui nous montrait le travail ou le processus de travail de 9 personnes, 9 étudiants du master de création littéraire de la Cambre, cette fois-ci. Et donc on a découvert 9 jeunes femmes et 9 étudiants dont un jeune homme qui nous expliquait, ou qui expliquait à la caméra plutôt, leurs craintes. Toutes ces histoires nous ont beaucoup parlé de fantômes. Entre ces différents livres, ces différents modes d'apparition cette semaine, ces différents rapports. Je pense que Abnous Chalmani a également dit à un moment qu'elle écrivait sur l'Iran pour essayer de se réapproprier ou de recomposer son pays comme elle le voulait. Donc c'est aussi un moyen de « vous m'avez enlevé ça, je le reprends et comme je le veux, je visite ce que je veux comme je veux » via la littérature. Et Ryoko Sekiguchi, dans son livre « La voix sombre », parle aussi de tout cela. Et j'ai envie de te lire juste un passage. Elle nous parle d'enregistrer la voix de ceux qu'on risque de perdre.
et elle nous dit que la voix trouble la temporalité parce qu'elle est condamnée à rester au présent pour toujours. La voix réelle, bien sûr, mais aussi la voix enregistrée qui, chaque fois qu'elle surgit, se produit inévitablement au présent. Il ne saurait en être autrement. Est-ce qu'elle parle d'un fantôme? C'est certain. Nous qui vivons au présent, nous ne pouvons pas réitérer le présent qui n'est plus, contrairement à la voix enregistrée. Ou plutôt, nous ne pouvons pas posséder ce présent qui nous est à chaque instant dérobé. Et je réalise maintenant ô combien ces situations dont j'ai seulement parlé pendant la semaine me concernent ici, parce que à force de parler de quelque chose qui avait lieu avant, de quelque chose qui aura lieu après, à force de te parler à travers cette image, là où tu me vois maintenant, pourtant moi j'ai l'impression d'être dans un présent, mais probablement je ne le suis déjà plus. Je suis dans ton présent, donc mon temps m'est dérobé quelque part, pour reprendre ce mot de Sekiguchi. Et là, me voilà devenir un fantôme quelque part, me voilà devenir comme un esprit qui peut visiter d'autres époques que la sienne, donc d'autres temps que le mien. Pour conclure, peut-être, il va me falloir, maintenant que cette pièce s'achève, ce festival étant absolument terminé maintenant, il va me falloir réapprendre à exister tout en étant ce fantôme, en naviguant dans les temps et les espaces. Et je te rappelle que ces vidéos étaient accompagnées dans l'installation qui était la mienne lors de ce festival extra d'un texte, un texte dont je me permets de te lire juste un extrait puisqu'il nous parle de ses souvenirs et de ses projections, d'être ici et là, mentalement et physiquement, dans le temps comme dans l'espace. Je mesure combien il est beau de porter en soi tous ces souvenirs, d'en être les éternels contemporains, et à travers eux de pouvoir être partout à la fois. Plus loin, je dis, ce que tu n'as pas vu en y pensant, tu l'aperçois déjà, tu en devines les fragments. Entendre quelqu'un te le raconter, c'est accéder à ce que tu as manqué ou à ce que tu n'as pas encore rencontré. Et rien ne te dit que ce que tu perçois alors soit moins enrichissant, voire moins vrai que ce que tu pourrais avoir vu de tes propres yeux.